Round sur Radio J comme tous les matins et le lundi, vous le savez, nous retrouvons notre correspondant à New York aux États-Unis, Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous après cette semaine difficile, semaine très dense aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump. Donc Donald Trump qui a remporté d'ailleurs hier l'Arizona, dernier État clé et qui confirme donc l'ampleur de sa victoire face à Kamala Harris. Alors est-ce qu'on peut faire justement un petit point sur les résultats de la semaine ? Oui, je pense que c'est intéressant de voir que donc Donald Trump arrive à 312 grands électeurs contre 226 pour Kamala Harris. Et ça va se terminer environ à 77-75 millions de votes lorsque les voix de la Californie seront comptées pour Trump contre Harris, contre 80-74 pour Biden contre Trump en 2020. Donc ça montre quoi? Ça montre que Trump finalement a gagné encore 2 millions de voix alors que Harris, et c'est je crois le fait majeur, a perdu environ 4 à 5 millions de voix. Et je voulais juste apporter un bémol par rapport à ce que j'entends notamment dans la presse française. C'est une victoire nette, sans bavure, ça n'est pas loin de là un raz-de-marée. Je pense que c'est important, ça va se terminer à 50,7% contre 49,3% au vote populaire. Donc je pense que c'est important de relativiser la victoire de Trump. Il a un mandat qui est clair, d'autant qu'il a remporté le Sénat et sans doute la Chambre. C'est un mandat donc clair, mais ça n'est pas un raz-de-marée. Alors Donald Trump qui a donc remporté tous ces fameux swing states, Donald Trump qui s'est imposé face à Kamala Harris. Comment l'expliquer justement? Comment vous analysez aujourd'hui ces résultats, Sébastien? Alors avec le recul, il y a beaucoup d'analyses, mais je pense qu'il faut revenir à un fondamental, c'est que dans l'histoire politique récente des Américains, lorsqu'un président ou le parti du président, en l'occurrence, comme le président ne pouvait pas se représenter, à moins de 50% d'opinion favorable ou 45%, c'est très rare qu'il soit élu. Joe Biden a été un président impopulaire aux alentours de 40% d'opinion favorable, ce qui, pour Emmanuel Macron, il en rêverait, mais aux États-Unis, c'est assez bas. Dans l'histoire américaine, lorsqu'un président se représente ou son parti se représente avec un tel de popularité, c'est extrêmement difficile, voire impossible de gagner. Donc je pense que la première chose, c'est que Kamala Harris, elle a été victime de l'impopularité de Joe Biden et donc elle a vu une espèce de marche extrêmement haute à franchir. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je pense, qui est très important, dont on a beaucoup parlé, c'est que ce qui alimentait cette impopularité, c'était l'inflation et l'immigration. Elle l'a alimentée pour deux raisons. La première, c'est que notamment l'inflation a fortement pénalisé le pouvoir d'achat des Américains. Et l'immigration, il y a eu effectivement une vague d'immigration clandestine très importante. Et je pense que ce qui a enragé beaucoup d'électeurs, c'est que pendant longtemps, Joe Biden et son administration, finalement, a dit ça n'est pas vraiment un sujet, c'est plus une impression, l'économie va bien, tout va bien, et l'immigration est sous contrôle. Et ça a sans doute enragé les électeurs qui n'aiment pas en fait qu'on leur dénie ce que eux voient de leurs propres yeux. Donc je pense que ça a beaucoup énervé. Et Donald Trump, de façon très habile, a vraiment insisté sur ces deux aspects, l'immigration et l'inflation, et il a pu vraiment, c'était comme dans du beurre parce qu'il n'avait pas de répondant de l'autre côté. Donc je pense que ça a beaucoup joué. Et puis je rajouterai un dernier aspect. On a parlé à cette antenne de l'importance du droit à l'avortement. Et finalement, les démocrates ont été victimes de leur succès. Je m'explique. Les démocrates ont été capables de mettre dans un certain nombre d'États conservateurs les mesures protégeant le droit à l'avortement. Ce qui a permis à beaucoup d'électeurs concernés par le droit à l'avortement, très intéressés par ce sujet, de voter à la fois pour protéger le droit à l'avortement dans les États où il n'était pas nécessairement garanti, et de l'autre côté, voter pour Trump. D'une certaine façon, les démocrates, en faisant cela, avaient neutralisé le sujet de l'avortement, qui ne devenait plus finalement un sujet passif et une espèce de quelque chose qui était pénalisant pour Donald Trump. Donc je pense que si on met tous ces éléments bout à bout, ça explique ce qui s'est passé. Et puis je rajouterai juste un petit point. Les deux grandes évolutions démographiques de cette sélection, c'est la perte des jeunes. En gros, chez les hommes jeunes de moins de 30 ans, on est passé d'un +20 pour les démocrates à un +10 pour Donald Trump. Et chez les hommes hispaniques, la même chose. Donc quand vous mettez ça bout à bout, ça explique qu'on soit passé de la victoire de Joe Biden en 2020 à celle de Donald Trump en 2024. Et peu d'évolution chez les populations afro-américaines et chez les juifs américains, mais une percée pour Donald Trump dans les milieux arabes américains. Alors ça, c'est un petit peu la surprise aussi aux États-Unis. Parmi les surprises donc, de cette présidentielle, de New York Times qui en révèle une de taille, une nouvelle convergence improbable, écrit le journal, qui s'est formée dans l'électorat de Donald Trump avec de nombreux arabes américains, effectivement. Alors, c'est sans doute lié à une énorme frustration en fait de la part des électeurs arabo-américains qui, un petit peu comme les électeurs qui se plaignaient de l'inflation sur le thème de Gaza, ils ont eu l'impression de ne pas être entendus
par l'administration Biden. Notamment, ils n'ont pas pu s'exprimer à la convention du Parti démocrate. Et ça a sans doute été un vote de mauvaise humeur. Il y a eu aussi des engagements. Donald Trump s'est engagé à se battre pour la solution à deux États et à arrêter la guerre de Gaza. Donc il a dit aussi, il a dit en fait dans le Michigan. Mais je pense qu'il était là encore dans un environnement favorable pour lui, parce que les électeurs américains voulaient sanctionner Biden et Harris. Et ils ont eu une oreille attentive de Donald Trump. On ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Mais oui, il y a une petite percée de la part, il y a une percée, où on peut le dire, de Donald Trump dans l'électeur arabo-américain, absolument. Alors on l'a dit, pas d'évolution chez les Afro-Américains, pas d'évolution aussi chez les Juifs américains. On sait que la majorité d'entre eux ont voté pour Kamala Harris. Est-ce qu'il y a par ailleurs quelques éléments à connaître, à préciser, Sébastien, ce matin ? Oui, ce qui est intéressant, il y a un chiffre à retenir, 71 pour Kamala Harris, 26 pour Donald Trump, c'était 77-22 pour Biden, donc il y a une petite percée, mais pas du tout comparable à ce qu'on peut obtenir à ce qu'on peut voir chez les hispaniques. Ce qui est très intéressant, je vous ai parlé de la percée chez les jeunes, de la percée chez les hommes. En fait, vous voyez ça également chez les électeurs juifs américains, où je vais vous donner alors un seul chiffre, je ne veux pas dire de bêtises. Si en gros c'est 71-26 dans l'électorat juif en général, en revanche, chez les hommes de moins de 35 ans, c'est 58 pour Kamala Harris, 37 chez Donald Trump. Et ce qui est très très intéressant, c'est que quand vous regardez la composition de l'électorat juif chez les moins de 35 ans, vous avez un plus grand poids des électeurs orthodoxes et ultra-orthodoxes qui votent plus à droite que les électeurs plutôt réformés ou qui ne vont pas à la synagogue. Donc on a vraiment quelque chose d'assez granulaire qui permet de montrer que finalement les jeunes juifs votent un petit peu plus à droite que leurs aînés. Et on peut envisager, alors là c'est sans doute de la projection, mais qui je pense aura des enjeux importants dans une prochaine génération. On peut sans doute imaginer qu'une partie des jeunes juifs américains va se détourner un peu d'Israël. Le mouvement woke, le mouvement progressiste détourne une partie des jeunes juifs américains du soutien à Israël. Et à l'autre extrême, vous avez une jeunesse qui est un petit peu plus conservatrice, un petit peu plus religieuse, et qui, elle, pour le coup, va plutôt vers un soutien à la droite israélienne. Donc, on va passer finalement d'un judaïsme américain globalement mainstream, on va dire sioniste de gauche, à sans doute trois blocs, avec un bloc sioniste de gauche, avec sans doute une partie plus conservatrice et une partie en rupture de banc avec l'État d'Israël. Je pense il y a eu des données extrêmement intéressantes qui ont montré que cette société est en train d'évoluer un petit peu chez les juifs américains. On est encore dans quelque chose d'assez classique, mais les 5-6 points d'écart sont sans doute porteurs de plus grandes évolutions d'ici une génération. Donc ce sera extrêmement intéressant à suivre dans la nouvelle relation entre les Juifs américains et l'État d'Israël. Évidemment, on suivra tout ça. Alors il y a eu une manifestation, je crois, cette nuit ou hier à Washington en soutien à Israël. Des milliers de personnes se sont rassemblées et dans le même temps, des milliers de personnes aussi, ou peut-être des centaines de personnes se sont rassemblées en soutien aux Palestiniens. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, Sébastien ? Alors, j'ai plutôt suivi effectivement la manifestation à Washington, qui est une manifestation pour le coup complètement bipartisane de soutien à Israël, pour réaffirmer que le changement d'administration ne changera pas le soutien à Israël. Alors, j'ai pas exactement suivi cette particulière manifestation pro-palestinienne. En revanche, ce qui est vrai, c'est que il y a de nouveau une espèce d'agitation qui réapparaît sur les campus américains. Et donc, la fièvre sur les campus risque sans doute, hélas, de reprendre assez fort. Et vous aurez sans doute une jonction, en fait, au sein de l'extrême gauche qui va, entre guillemets, utiliser la victoire de Donald Trump pour mêler, je dirais, des manifestations anti-Trump avec pro-palestiniennes, voire sans doute assez violentes. Donc, on risque d'avoir des moments de tension assez forts sur les campus américains en termes de contestation Trump qui risque de dériver vers autre chose. Alors, un dernier mot, il nous reste une minute, Sébastien, également sur le rapport entre Donald Trump et la Russie. Donald Trump qui s'est entretenu avec Vladimir Poutine, qui l'a mis en garde contre une escalade en Ukraine. On voit que là, Donald Trump s'empare avant même son investiture des grands dossiers internationaux. Oui, il l'avait dit qu'il voudrait régler le sujet ukrainien en 24 heures avant même de prendre possession. Il y a d'autres sujets d'ailleurs sur lesquels il se mêle d'ores et déjà la politique américaine, alors que le président en exercice c'est Joe Biden. Mais clairement, l'Ukraine, c'est un sujet absolument majeur pour Donald Trump. Il l'avait dit, c'est au cœur même de sa matrice isolationniste. Et puis, il veut aussi apparaître comme un président qui rapporte la paix et qui apporte en même temps la notion de America First. C'est au cœur aussi de sa campagne, de dire, voilà, l'Amérique d'abord, c'est au cœur de son message. Et il a une relation
personnel, assez proche avec Vladimir Poutine. Il estime qu'il peut faire plier Poutine, en tout cas avec son art de la négociation. On voit aussi que Zelensky a appelé Trump pour aussi se le mettre dans ses bonnes grâces. Une chose importante, Donald Trump a mis de côté 2 candidats éventuels au poste de secrétaire d'État, Mike Pompeo et Nikki Haley, qui étaient plutôt des faucons qui voulaient tenir tête à Vladimir Poutine. Les gens qui sont en lice sont plutôt des gens qui risquent d'être accommodants vers la Russie. Donc on verra ce qui va se passer, mais on est plutôt dans cette optique d'accommodement avec Poutine qu'autre chose. Eh bien, merci beaucoup. Merci Sébastien pour ces précisions ce matin sur Radio J. Ravi de vous retrouver chaque semaine. Vous pouvez aussi retrouver Sébastien en podcast sur notre site internet radioj.fr.